Bienvenue dans cette émission que nous allons vous présenter qui porte sur la situation en RD Congo, mais également les implications sur le Burundi, les tensions avec le Rwanda. Nous sommes avec Monsieur Frédéric Bambouimvira. Monsieur Bambouimvira, bonjour. Bonjour, Morosi. Ancien vice-président de la République du Burundi, bienvenue. Merci. Monsieur Albert Datsimburgwa, analyste rwandais. Albert, bonsoir ou bonjour. Bonsoir, bonsoir et Analyste, bonjour. analyste rwandais, ça vous va? Mais dans les affaires plutôt politiques et des affaires courantes, hein, pas de groupe sanguin Dans les affaires compliquées. Lucky Kizagratien, qui est un ancien officier burundais, ancien chargé de la sécurité du président, du feu président Dadae. Gracieux Lucky Kiza, bienvenue. Merci, bonsoir Innocent Mose. Merci. Monsieur Bambouille Frédéric, que font les Burundais dans la crise congolaise? Pourquoi le Burundi insiste tellement, malgré tous les dégâts, pour rester au Congo, de votre point de vue? Bon, de mon point de vue, il y a des intérêts, peut-être inavoués, qui poussent l'autorité burundaise qui gère l'armée à être en RDC. Certainement que les Burundais le sauront un peu plus clairement dans l'avenir. Mais d'après ce qui se dit, ils seraient là, d'abord parce qu'ils ont des intérêts pécuniaires, deux, qu'il y a des intérêts d'ordre ethnique que les gens entendent régionaliser dans cette région des Grands Lacs. Euh, D'abord, peut-être en essayant de rappeler comment le Burundi est allé là-bas. Il est allé dans différents cadres, notamment l'EAC. Mais après, quand ils ont constaté que cette affaire était une affaire compliquée, parce que les Congolais avaient engagé une guerre contre le pouvoir du Congo pour des raisons expliquées. Qu'est-ce qui restait encore? Ah, ils sont sortis de la RDC, mais le Burundi, dans l'entretemps, a négocié avec le président congolais, Tshisekedi, et ils ont décidé justement un accord bilatéral d'intervention pour s'entraider si une fois il y avait une attaque. Et voilà que le Burundi est allé dans ce cadre-là. Mais cet accord n'a jamais expliqué au peuple burundais. C'est un accord qui est resté secret, on ne sait pas pourquoi. Mais toujours est-il que les Burundais, les militaires burundais sont allés là-bas alors qu'eux-mêmes, ils se cherchaient à s'entendre, à se réconcilier sur le plan ethnique d'abord, et puis sur le plan militaire, dans le cadre de l'accord d'Arusha. Et voilà qu'ils s'engagent dans une guerre que certains qualifient d'ethnique, et là, ça devient très compliqué. Mais toujours est-il que le président burundais a des intérêts pécuniaires qui le poussent à y être. Dès lors que il y aurait une somme qui est accordée à chaque militaire qui va là-bas. Sinon, on ne pourrait pas comprendre comment un pays qui est proche, limitrophe du Congo, puisse s'intégrer et aller s'engager dans une guerre de la manière. En réalité, quand un proche a des difficultés internes, toi, tu ne vas pas prendre une partie et décider d'appartenir, d'aider à un frère. Et donc, il faut absolument chercher à réconcilier ces deux parties. Voilà le rôle d'un voisin. Mais le rôle d'un voisin n'est pas de chercher à soutenir telle partie ou telle autre. Donc, voilà, pour moi, et c'est cette raison, mais vous savez aussi que il y a ces idées de dire, voilà, il y a l'empirément, d'un côté c'est une menace, et de l'autre côté, il faut que les gens disent, voilà, nous devons nous défendre comme des Bantous. C'est pour cette raison que cette question concerne la Tanzanie, concerne la Zambie, concerne l'Afrique australe, et ça devient un problème. Mais dans l'entretemps, je rappelle que quand un président éprouve des difficultés internes qu'il ne peut pas surmonter, il s'engage dans une guerre externe. Comme ça, il peut espérer qu'il y ait ralliement autour de lui pour qu'il puisse continuer cette guerre et avoir une bouffée d'oxygène ainsi.
Merci. À votre avis, entre ces deux raisons-là essentielles, la raison pécuniaire et la raison idéologique ethnique, qu'est-ce qui est prédominant? C'est difficile à savoir. À mon avis, je crois que cette idée d'ethnie, ça devient un prétexte pour justifier justement la raison pécuniaire. Mhm. Graciela Kindikiz, est-ce que quelqu'un connaît, est-ce que quelqu'un aurait déjà vu ces accords de solidarité militaire entre le Burundi et le Congo? L'accord en soi, je pense que c'est un accord secret parce qu'il n'y a personne qui a déjà vu cet accord. Mais si cet accord est secret, ce n'est pas sur la partie d'accord, disons, militaire et politique, c'est sur la partie financière. Parce que justement, le volet financier est trop secret, trop caché. Parce que si l'accord était connu, ça voudrait dire que tout l'argent qui est versé en fonction de cet accord devait rentrer dans les caisses de l'État. Or, on ne voit pas cet argent dans les caisses de l'État. De son fait, on cache l'accord et on cache l'argent qui va avec. Je pense que c'est plus la raison principale. Ce n'est pas vraiment une raison militaire ou politique, c'est doit être une raison financière. Quand les troupes burundaises ont été envoyées au Congo, beaucoup de voix ont dit, mais ils vont se retrouver dans les mêmes uniformes qu'avec les FDLR, les Maïmaï devenus Wazalendo et d'autres groupes de criminels. Ils vont s'imbiber encore plus de l'idéologie ethniste qui est déjà celle du gouvernement burundais actuellement et du parti au pouvoir, et que maintenant ça risque d'être pire quand ils vont rentrer. Est-ce que vous pensez que cette préoccupation finalement se vérifie? On avait Oui, ça peut se vérifier, mais en même temps, il faut dire que c'est pas la première fois qu'ils côtoient les combattants de FDLR et les FLN. Les Ouazalènes, on peut dire, c'est l'équivalent des Imbonerakure du Burundi. On sait bien que les FDLR et les FLN se trouvent dans le nord du Burundi, surtout la partie Chibitoke. Ils les voient, ils les ravitaillent, des fois ils les entraînent. C'est-à-dire, il y a déjà cette notion de collaboration. Mais le fait de se retrouver ensemble au Congo, disons, ça fragilise l'État, la cohésion de l'armée burundaise qui devrait dépasser le stade ethnique en disant sont des Hutus, sont des Tutsis. Mais en même temps, le fait de se retrouver ensemble et de se battre ensemble, ça permet au moins de dépasser cette notion, même s'ils sont influencés. Je pense, je pense qu'ils ne sont pas beaucoup plus influencés par les FDLR du fait qu'ils sont au Congo, parce qu'ils sont au Congo sans le vouloir. Ce sont les chefs qui le veulent. Et comme ils ne le veulent pas, ils sont contraints de travailler avec ces gens sans être vraiment dans l'idéologie. Pour moi, je suis convaincu, d'autant plus que l'armée burundaise commence à dépasser les- le stade où il y avait les ex-FAR, les ex-FB, FAF, Forces des armées pas. burundaises, et les ex-FDD. Parce qu'il y a plus d'environ 25 ans, 20 ans qui sont au pouvoir. Donc, de ce fait, les militaires, ceux qui sont rentrés de la rébellion, qui sont entrés à l'armée, qui étaient dans la rébellion, ils sont déjà à la retraite, à moins d'avoir le grade de major, colonel euh, ou général. Sinon, aujourd'hui, on a dans l'armée des jeunes qui sont entrés après l'arrivée au pouvoir du CNDD-FDD. Ce qui fait que c'est en train de noyer, de diluer cette notion-là des FDD dans l'armée. Progressivement, qui le veuille ou non, progressivement, ça va se noyer et cette influence-là, finalement, n'aura pas beaucoup d'effet. Une des craintes qu'avaient certains Burundais, c'était que s'ils sont battus au Congo, ils vont tous se déverser au Burundi, FDLR, FLN, Ouazalendo, etc. Et ça s'est vérifié. Est-ce que ça ne vous inquiète pas, cela? Oui, ça s'est vérifié. Le problème, c'est pas. On s'y attendait. On s'y attendait. Moi, à un certain moment, j'avais dit à une radio, j'avais dit que finalement, au lieu de se battre, de continuer à se battre avec le M23, autant faire des accords avec le M23, se retirer du Congo et en disant, même si vous arrivez là, il y a un pacte de non-agression, vous ne nous attaquez pas, on ne vous attaque pas. Et au moins, on aurait évité, c'est pas question, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est une armée qui est vaincue
c'est une armée qui est brisée. Il faut éviter, quand on est dirigeant d'un pays, on évite que son armée soit vaincue. Quand on voit que l'armée va être vaincue, on fait autre chose. On peut négocier discrètement, secrètement, pour qu'on retire l'armée sans rentrer avec l'étiquette d'être vaincu. Ça, c'est très important au niveau d'une armée. Une armée vaincue une fois, même la deuxième fois, elle a l'impression qu'elle va être vaincue. Elle n'a pas de morale. Deuxième chose, c'est que on pouvait s'attendre à ce que ces gens-là vaincus, les militaires congolais, surtout les Wazalendo et les FDLR, se réfugient au Burundi. C'est normal, c'est le chemin le plus proche du Congo. Ils ne pouvaient pas rentrer dans le lac Tanganyika, mais ils passaient par le Gatouba. Donc, ils sont maintenant au Burundi. Le problème, ce n'est pas ces gens-là qui sont au Burundi. Le problème, c'est comment le pouvoir burundais va les gérer. Ces gens-là, ils étaient dans la violence au Congo. Au Burundi, ils sont encore, entre guillemets, disciplinés parce qu'ils cherchent encore à ce qu'on leur donne à manger. Mais demain, ils peuvent devenir ce qu'ils étaient au Congo, devenir l'insécurité au Burundi et même menacer le pouvoir burundais parce que les gens, les Burundais, même les gens qui soutiennent le pouvoir, vont se dire finalement, ces gens-là, ils causent le désordre, ils pillent, non, on ne peut pas continuer à accepter et ça va, euh, disons, contredire le président. Ceux qui soutiennent l'intervention au Congo peuvent perdre l'estime au sein même du parti. Monsieur Mamguimfira, à votre avis, est-ce que le Burundi et le M23, le gouvernement burundais et le M23 peuvent trouver un terrain d'entente? Bien sûr. On dit que chaque fois qu'il y a des problèmes qui s'opposent, il y a des solutions quelque part. Il s'oppose à un problème, mais un faux problème, parce que le pouvoir de Bujumbura ne veut pas comprendre qu'on ne choisit pas un voisin. Et quand vous avez un voisin, vous avez intérêt à créer des relations de bon voisinage. Je considère donc que c'est au Burundi de créer ce terrain d'entente dès lors que le l'M23 est disposé à s'entendre avec le Burundi. Je lisais aujourd'hui cette lettre écrite par le responsable de l'AFC au président burundais, disant que voilà, nous nous sommes disposés à nous entendre, à créer un terrain d'entente et avoir de bonnes relations avec notre voisin. Et à la fin, il dit, nous considérons donc que vous allez avoir attiré l'attention sur le contenu de cette lettre. On attend la réaction du président. Mais ça veut dire que si d'un côté, il y a une bonne volonté de s'entendre, en fait, de l'autre côté, on devrait trouver quand même une autre volonté de s'entendre parce que le président burundais n'est pas le Burundi. Les responsables politiques burundais ne sont pas burundais. Par conséquent, ne sont pas le Burundi. Par conséquent, il faut quand même qu'ils pensent au peuple burundais qui a besoin de la paix. Nous avons beaucoup de problèmes qui nous ont causé eux-mêmes. Maintenant, il faut qu'ils pensent à ce que justement, ils changent de position et nous amènent sur ce terrain de la paix entre le Burundi et l'Est du Congo et entre le Burundi et le Rwanda, au lieu de continuer à créer des problèmes soi-même pour en fait se retrouver isolés dans cette région qui est notre région et non pas la région des uns et la région des autres. Albert Datsimbourg, on a vu ces derniers temps un discours effrayant de négation du génocide des Tutsis de 94 au Rwanda, avec l'ambassade du Burundi à Bruxelles, avec le discours pratiquement le même que celui de Désigné Rahamoué, tenu par le porte-parole de l'armée sur la télévision nationale, avec un discours similaire tenu par un officier de l'armée congolaise sur la télévision nationale, avec les agressions verbales permanentes du président burundais envers le Rwanda. Qu'est-ce que à quoi ça vous fait penser, vous autres, au Rwanda? Si vous permettez, j'aimerais aussi revenir sur les interventions de mes collègues ici dans l'émission pour compacter la réponse que je Mhm. vais donner là-dessus. J'espère qu'un jour aussi au Burundi, on- il y aura assez de niveau intellectuel
pour sortir de ce vocabulaire que nous a été imposé par l'occupant européen. Je veux dire, il n'y a qu'une seule ethnie au Burundi, comme il n'y a qu'une seule ethnie au Rwanda, c'est l'ethnie rwandaise des Banyarwanda et des Barundi. On parle tous la même langue, dusangiye amoko iwacu ni bwa bundi ukura kuri so, kera twavugaga soko, nka sogokuru, donc niwe nkomoko y'ubwoko bwawe, donc mais ça ne veut pas dire Hutu Tutsi, vous savez tous très bien que ce sont des conditions sociales dans une société prématérialiste. Donc j'espère qu'un jour on va dépasser cela. Mais alors je reviens aussi sur l'actualité d'aujourd'hui avant d'arriver même encore à Bruxelles. C'est qu'il ne faut pas oublier que quand le Burundi est entré au Congo, le pays qui avait la présidence de la East African Community, c'était le Burundi. Et donc, même la force de East African Community Standby Force, il y avait, si on veut, quelque part, c'était aussi sous le leadership du président du Burundi. Et c'est à ce moment-là que déjà l'armée burundaise a commencé à s'aligner à côté des FDLR. N'oublions pas que le village de Nouro, dans le Nord Kivu, a été complètement détruit, rasié, etc., le bétail et les gens chassés avec la complicité de l'armée burundaise qui était dans la East African Community. Donc tout ça a commencé à ce moment-là. En plus de Mhm. cela, ils se sont battus même contre le Rwanda dans la bataille de Goma. Parce que dans la bataille de Goma, c'était en fait aussi une attaque en bonne et due forme contre le Rwanda. Il y avait à peu près 65 000 soldats qui faisaient partie et de la SADC et aussi encore les Burundais qui étaient restés au-delà donc du mandat de la East African Community Standby Force qui était resté là. Ils ont aussi, je dirais, défendu bec et ongle Bukavu, qu'ils ont perdu. Donc, tous ces gens-là, ça s'est passé. Et je dirais, la question que je me pose même, est-ce qu'il n'y a aucune personne qui se pose des questions au Burundi même? Que fait l'armée burundaise là-bas? Je veux dire, est-ce que c'est à ce point que le président peut imposer ce qu'il a imposé pratiquement à sa propre armée nationale à subir? Donc, il y a même tout cela, et en fait, voir que cela s'aligne avec un certain discours qui maintenant est en pleine prolifération au Congo, ces histoires d'Empire Ima, de Bantou, mais des histoires tellement absurdes, je veux dire, d'ailleurs, j'espère que vous vous rappellerez que ce soit les Barundi les Banyarwanda, on s'appelle nous-mêmes Abantu. Il n'y a pas plus Bantou que nous. Donc, Mhm. ces histoires, les gens ne comprennent même pas. Ils croient que c'est une histoire physique ou quoi que ce soit. Je veux dire, ce niveau bon, de crétinisme, je dirais, de manque d'éducation minimum académique, j'espère que quelque part aussi, même au Burundi, les gens y réfléchissent. Alors, ça nous amène à cette sortie incroyable de négationniste du représentant burundais là devant le Parlement européen, et qui, justement nous sort l'histoire des combats interethniques au Rwanda, alors que tout le monde entier, et c'est déjà quelque chose de consacré. Je veux dire, il y a eu le génocide contre les Tutsis. Il n'y a pas eu évidemment de bagarre interethnique. Et que les gens le sachent aussi, c'est que même au Burundi, même au Rwanda jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui en fait, accusent certaines personnes qui sont aujourd'hui dans l'État au Burundi d'avoir eux aussi contribué au génocide contre les Tutsis en 94 ici. Donc, il y a quelque chose sur lequel on n'est jamais revenu jusqu'à maintenant, mais tôt ou tard, je veux dire, l'attitude actuelle du président burundais et des gens avec qui il gère ce pays-là, je dirais, tôt ou tard, ne peut amener que plus de tensions entre les deux pays, des tensions complètement inutiles, parce qu'à ce niveau-ci, je ne vois, il n'y a aucune justification, je vois aucun avantage, aucune chose que ce que l'armée burundaise est en train de faire au Congo. Et je dis même toute théorie militaire
voilà, peut-être la descente du M23 vers le sud Kivu, etc., en face du Burundi. Il n'y a aucun intérêt pour le Burundi de faire ce qu'ils sont en train de faire. Au contraire, ceci risque d'entraîner encore plus de problèmes à l'intérieur, même pour les populations du Burundi. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Cette crise du Congo qui dure depuis des années nous promène entre différents accords signés mais qui ne sont jamais mis à exécution. On a vu l'accord de Doha, l'accord de Washington et maintenant on voit l'Angola qui revient encore dans le jeu. Pourquoi les accords signés ne sont pas appliqués simplement? Ben, aujourd'hui, de toute façon, je veux dire, dès le départ, on a un président rappelons-nous d'ailleurs que Corneille Nangaa, qui est l'actuel, je dirais, coordinateur de l'AFC M23, donc qui est quand même un parapluie pour au-delà du simple M20, enfin du simple M23 au départ. Mais Corneille Nangaa, pour ceux qui ont suivi l'actualité de la région, et en particulier de la RDC, c'était une entente entre un président sortant qui est Joseph Kabila et je dirais, le conseil électoral pour être certain qu'on a une passation, je dirais, de bâton, de témoin d'un président à un nouveau président de façon paisible. Qu'il n'y ait pas de crise et que ce soit la première passation, je dirais, en paix. On a choisi Tshisekedi. Tshisekedi sait très, très, très bien qu'il n'a jamais été élu. Mais donc, ce qu'on on espérait, c'est que ce soit peut-être quelqu'un qui n'avait pas été mouillé par les dernières 20 années ou les dernières 30 années de la politique du Congo, quelqu'un qui était en dehors de cela et qui pouvait donc amener un nouveau souffle en se disant que c'est aussi quelqu'un qui a peut-être grandi en Europe, etc. Et dès le départ, Tshisekedi n'a rien respecté de ses engagements vis-à-vis des gens qui lui ont donné quand même la présidence. En plus de cela, je dirais, Tshisekedi, justement, il n'a fait qu'essayer de tourner tout le monde les uns contre les autres à partir du moment où lui, il faut pas oublier, les gens peut-être ne le savent pas, mais Tshisekedi était déjà donc, en pourparlers, même pas en pourparlers, en contact, en collaboration avec le M23 avant qu'il ne rentre à la présidence. Donc, pendant les élections, pendant la préparation avant les élections, lui et son parti étaient, Willy Ngoma, l'actuel porte-parole militaire du M23, et lui-même un Mukongo qui vient de l'UDPS. Donc, c'est quelqu'un. Donc, le MV3 était déjà en collaboration avec Félix Tshisekedi au cas où il gagnerait. Et pourtant, pendant même 14 mois depuis que Tshisekedi est allé à la présidence à Kinshasa, pendant 14 mois, le M23 a résidé à Kinshasa donc, en collaboration avec les gens que Tshisekedi leur avait donnés pour préparer une nouvelle armée nationale parce que Tshisekedi n'avait aucune confiance dans les FARDC que Joseph Kabila lui avait laissé. Après 14 mois, les gens de chez Tshisekedi ont demandé aux gens du M23 de rentrer chez eux et comme quoi ils allaient être contactés. Et le contact s'est fait comment? Eh bien, en novembre, décembre 2021, les FARDC ont attaqué les positions à Tianzou du M23. Et le reste ça s'est développé. Après, le M23 a dû se réorganiser, a dû se défendre jusqu'à ce qu'ils prennent Bunagana, jusqu'à ce qu'ils descendent petit à petit, jusqu'à ce qu'ils arrivent à Goma. Pendant tout ce temps-là, le M23 a dit, mais on ne veut même pas la guerre. Ce qu'on veut, on a certaines exigences pour nos familles, nos communautés qui sont réfugiés depuis 30 ans, pour la raison pour laquelle nous avons pris les armes il y a 30 ans. Mais
Tshisekedi n'a jamais rien respecté de ses engagements. Jamais, jamais, jamais. Et encore maintenant, donc, personne d'autre n'est allé à Washington. Je veux dire, malgré la conférence internationale sur les Grands Lacs qui lui demandait aussi de négocier avec le M23, malgré la East African Community, malgré la SADC qui lui demandait de négocier avec le M23, Tshisekedi n'a jamais voulu entendre cette demande. Et dès que Trump a été élu, c'est lui-même, Tshisekedi, qui est allé à Washington pour dire, je vous donne le Congo pour toujours, mais battez-vous pour moi et s'il vous plaît, cassez la figure au Rwanda. Je caricature, mais c'est à peu près cela. Et puis, il est aussi parti au Qatar. Et là, on lui a dit, mais il faut négocier avec le M23. Et il a commencé les négociations avec le M23 et il a fallu vraiment l'insistance de Washington, de l'envoyé spécial de Donald Trump, M. Boulos, Massad Boulos, d'insister pour que Kinshasa signe les accords de Doha. Donc, il y a un protocole d'accord qui a été signé à Doha et qui n'est jamais rentré en œuvre. Alors, pour terminer, sur votre question aussi, c'est que le fait que à Washington, oui, Tshisekedi, le président Kagame et le président Donald Trump ont signé, oui, mais pour que Washington fonctionne, il fallait que Doha soit mise en œuvre. Et, et depuis Washington, Kinshasa n'est plus retourné à Doha. Donc, il n'y a que le M23 jusqu'à maintenant qui est en contact avec l'Émirat du Qatar. Mais Tshisekedi n'est jamais allé. Au contraire, qu'est-ce qu'il a fait? Il gagne du temps et qu'est-ce qu'il vient de faire? Il est retourné à Luanda chez Joao Lourenço pour organiser une autre réunion, je dirais, une session de discussion, mais ça ne va rien donner. Ce qu'on a vu, c'est que Tshisekedi veut la guerre, qu'il perd parce qu'il ne sait pas faire la guerre, et il cherche le monde entier en lui promettant les plus belles richesses, les plus grandes richesses du Congo, en échange de se battre pour lui contre le Rwanda. Monsieur Wamwinvi, quand on regarde ce qui se passe, l'intrusion des militaires burundais au Congo, et en regardant aussi les problèmes qu'il y a au Burundi, en regardant les réfugiés congolais qui sont venus au Burundi, qui sont autour une centaine de milliers, mais que les Burundais semblent bloqués, empêchés de rentrer chez eux. On les voit passer par la rivière aussi, qu'on s'est infesté de crocodiles. On les voit avec des sortes de radeaux de fortune essayer de traverser. Qu'est-ce qui fait que le Burundi ne laisse pas les Congolais rentrer chez eux quand ceux-ci veulent rentrer chez eux? D'abord, moi, je pars de la déclaration du gouverneur de Bujumbura qui s'est adressé aux gens de Cibitoke en leur disant, si on voit quelqu'un euh, rentrer venir du Congo ou aller du Burundi vers le Congo, il sera traité comme un malfaiteur qui va être puni exemplairement. Mais dans d'autres cas, il a dit, il va être absolument tué. Et puis le lendemain, il y a quelqu'un qui est allé dans ces champs. C'était un groupe de 4 personnes. Alors, quand les militaires se sont approchés d'eux, un homme parmi eux a couru et puis il a été abattu. Voilà. Donc, c'est pour dire que la raison de former les frontières, ce n'est pas la décision de ce gouverneur, c'est la décision du sommet. Mais que pense le sommet par rapport à ça? Moi, j'ai ouï dire que le Burundi veut fermer les frontières et empêcher les Congolais de rentrer chez eux parce qu'ils s'attendent à ce que le HCR puisse leur donner de l'argent pour construire les tentes, pour les nourrir, pour les soigner. Et que si cet argent arrivait, ils vont offrir les frontières pour garder l'argent et laisser les Congolais partir chez eux. Si c'était ça, c'est quand même criminel. Ça, c'est criminel. En fait, c'est pour dire que dans cette guerre, il y a beaucoup plus l'histoire d'argent. Pourquoi l'histoire d'argent? Parce que le président de la République, visiblement, quand il est venu au pouvoir,
il a engagé une course contre la montre pour gagner beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que d'ici 2 ans, en 2027, l'année prochaine d'ailleurs, c'est dans une année, il va aller aux élections présidentielles. Et visiblement, il veut absolument avoir beaucoup d'argent pour corrompre l'électeur. Et vous aurez aussi appris qu'il est en train de négocier pour qu'il s'adresse au petit nombre. Ça veut dire les élus à l'Assemblée nationale et le Sénat pour que, ensemble, dans le Congrès, ils puissent procéder à l'élection du président de la République. C'est ce qui a été discuté déjà à Gitega pour voir comment manipuler les gens et les amener à accepter l'élection indirecte. Cependant, souvenez-vous de ce qui a été discuté les années 2002, 2012, 2013, 2014 à propos du troisième mandat. Maintenant, on a refusé le troisième mandat parce que justement le premier mandat selon le CNDD-FDD, ce n'était pas un mandat. Maintenant, ils veulent retourner à l'ancienne formule en disant, écoutez, être élu par le président et par le peuple en entier, c'est dangereux. Parce ils se sont rendus compte qu'ils ne sont plus populaires comme avant. Maintenant qu'ils ne sont plus populaires comme avant, le président de la République est en train d'imaginer un stratagème, chercher beaucoup d'argent pour corrompre un à un. Comme ça, il va être sûr qu'il puisse gagner les élections. C'est pour cette raison que dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il monte, c'est chercher de l'argent. Je crois que c'est cela qui justifie tout ce que nous sommes en train de vivre avec notre voisin, le Congo. Grâce Kindikiza, à votre avis, combien de militaires burundais ont été déjà dans la guerre du Congo? Bon, à un certain moment, il y avait 19 000 militaires burundais qui étaient au Congo, mais quand à un moment donné, il y a 19 000, et comme on sait bien qu'au niveau de l'armée, il y a la relève, il y a des gens qui meurent, et donc du coup, il y a d'autres qui rentrent, une armée estimée en plus ou moins à 30 000, je pense, compte tenu des relèves, et je pense qu'il y a au moins 25 000 militaires burundais qui sont déjà entrés au Congo pour faire la guerre. On exclut les militaires qui font la sécurité des institutions, quelques autres, mais environ, ça tourne autour de 25 000 les militaires qui ont été au Congo. Je ne sais pas s'ils ont fait tous, ils ont fait la bataille, mais c'est un chiffre qui est plausible. Combien sont morts ou portés disparus au Congo? Alors, on estime de 1000 à 2000 militaires morts, mais quand on parle des chiffres de 1000 militaires morts, au niveau de l'armée, on estime qu'il y a les blessés. Les blessés sont 3 fois plus que les Mhm. morts. Parce que quand on tue quelqu'un, à côté, il y a d'autres qui ont été blessés, qui ne sont pas morts. Donc, on peut facilement aller dans les 3000 militaires blessés et 1000 militaires, 1500 militaires morts. Mais toujours est-il qu'au Plus les niveau de déserteurs, l'armée, plus ceux qui pardon, désertent, plus ceux qui désertent aussi. oui, ceux qui désertent, ceux qui passent de l'autre côté, cela veut dire que facilement, je pense que l'armée burundaise a dû perdre environ un quart de son armée qui sont plus opérationnels. Et donc, même s'ils continuent à les envoyer, ils n'ont plus la même force. Et c'est un problème pour l'armée. Même ceux qui y vont, voyant bien qu'ils ont perdu une bonne partie de leurs collègues, ils y vont en reculant. Gracias Kindikiza, merci beaucoup. Merci, Innocent Mohozi. Frédéric Vanguyimvira, merci à vous. Là, vous en prie, moi aussi. Albert Datsimbourgois, merci beaucoup d'avoir participé aussi à cet échange. Merci beaucoup de m'avoir invité. À vous qui avez suivi cet échange aussi, merci à vous et à la prochaine.